Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de cette fin de week-end. À la une ce soir, une première médaille française au JO de Vancouver, le sourire de la biathlète Marie Dorin. Médaillée de bronze dans l'épreuve du sprint, coup de projecteur également sur les espoirs de médailles pour les prochaines 24 heures. Nous tenterons d'en savoir un peu plus sur le profil de ces trois adolescentes âgées de 14, 15 et 17 ans qui ont violenté un quinquagénaire près de Grenoble. Elles ont été mises en examen et semblent ne pas du tout avoir conscience de la gravité de leurs actes. La page politique de ce dimanche, à un mois des élections régionales, où en est le MoDem, en berne dans les sondages. Son leader, François Bayrou, accepte-t-il de faire l'impasse sur ce scrutin? Pas si sûr, vous l'entendrez ce soir. En retard, et encore, c'est un euphémisme apparemment. L'éducation nationale doit passer à l'ère du numérique. On compte par exemple 12 ordinateurs pour 100 élèves en moyenne. Demain, un rapport sera rendu sur la question à Luc Châtel. Notre enquête ce soir. Enfin, le cinéma ce dimanche avec un retour attendu, celui de Mel Gibson. Après plusieurs années d'absence en tant qu'acteur, il revient cette semaine sur les écrans avec ce qui fait sa popularité, un polar. Son titre, Hors de contrôle, rencontre et interview tout à l'heure. Voilà pour les titres. On commence donc par la première médaille française aux Jeux Olympiques de Vancouver. Médaille de bronze obtenue par Marie Dorin en biathlon dans l'épreuve du sprint. Une jolie surprise, vous allez le voir, pour cette jeune femme de 23 ans. Notre équipe était à ses côtés quand elle a pris conscience de son exploit. Julien Benedetto et Guillaume Michel sur place. Mais t'es droit, mais oui! Elle est jeune, insouciante et un peu dans la lune. Dans l'air d'arrivée, Marie Dorin n'était même pas au courant. C'est tellement improbable que je monte sur un podium, enfin surtout un podium olympique, cette course que tout le monde attend quoi, finalement que bon, j'ai cru, allez, je me suis dit ça serait rigolo quoi, une médaille, c'est pas moi qu'on attend, c'est moi qui l'a fait. Une médaille presque tombée du ciel dans l'épreuve du sprint en biathlon. Contre toute attente, l'étudiante en biologie, 23 ans, s'accroche au meilleur. Le podium se joue au tir, juste devant ce groupe de supporters venus du Jura. « 10 sur 10, la fine gâchette de Villard-de-Lans arrache au final la 3e place pour une toute petite seconde. Seulement 24e au classement mondial. Tu vois, je l'avais dit. Oh putain que c'est beau Marie, bravo. Elle a bluffé ses entraîneurs. C'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, c'est magnifique, une médaille c'est toujours magnifique, hein, on en rêve et puis ben là c'est la réalité encore une fois. Donc voilà, c'est la nouvelle histoire du biathlon Vancouver 2010, le livre est ouvert et on a déjà écrit la première page, donc c'est magnifique. Pour ses premiers JO, Marie Dorin inaugure le palmarès français à Vancouver et perpétue une tradition. Dans les Jeux d'hiver, on peut toujours compter sur le biathlon français. Et nous reviendrons tout à l'heure sur les Jeux Olympiques et sur les espoirs de médailles à venir, espoirs en combiné nordique, mais également dans l'épreuve de boss. Dans l'actualité de ce dimanche maintenant, revenons sur la mise en examen de ces trois adolescentes âgées de 14 à 17 ans, mises en examen pour actes de torture et de barbarie sur un voisin quinquagénaire. Et la victime a choisi de parler, de raconter son calvaire. Il connaissait les jeunes filles, ce qui ne les a pas arrêtées, bien au contraire. Selon les premiers éléments de leur interrogatoire, elles semblent ne pas se rendre compte du tout de la gravité de leurs actes. Stéphanie Pérez et Bernard Bonarme. Sur son lit d'hôpital, Vincent Ricciardella ne comprend toujours pas pourquoi les trois adolescentes l'ont agressée avec un tel acharnement. Pour voler sa carte bancaire, elles ont fait subir à cet homme de 55 ans, psychologiquement fragile, une nuit de calvaire. Je commence à avoir des coups, je me tire les coups, ils vont déshabiller, continuer des coups de pied, coups de fourchette, cigarettes, brûler les jambes. C'est traumatisant, ouais. Je les connaissais, je les aimais bien, ces filles. Pourquoi vous en faites ça alors? Je sais pas. Devant la police, les adolescentes n'ont exprimé aucun sentiment de culpabilité. Elles expliquent qu'elles avaient besoin d'argent pour faire la fête. Selon les enquêteurs, elles ont prémédité leur acte et choisi leur proie. Un voisin qui vivait seul ici, dans cet appartement près de Grenoble. Ces mineurs de 17, 15 et 14 ans étaient déscolarisés et en rupture familiale. Dans cette situation, selon ce psychiatre, les jeunes filles peuvent parfois basculer dans une extrême violence.
Ce sont de très jeunes filles. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose là qui vient traduire un manque de limites, un manque de repères. Des jeunes filles en errance, des jeunes filles en rupture, n'ont plus la capacité ni le recul suffisant pour se rendre compte qu'elles sont en train d'attaquer quelqu'un et de pratiquer ce qui s'appelle vraiment des actes de barbarie. Depuis plusieurs années, psychologues et policiers constatent une augmentation de la violence chez les adolescentes. Les 3 tortionnaires présumés sont incarcérés depuis vendredi dans des établissements pénitentiaires pour mineurs. En décembre dernier, un policier avait été tué lors d'une intervention sur un cambriolage à Montévrain, en Seine-et-Marne. Les 2 malfaiteurs avaient ce jour-là volontairement foncé en direction du policier avec leur véhicule. Après plusieurs semaines d'enquête, c'est la piste de 2 hommes, 2 cousins qui s'est dessinée. L'un d'eux a été interpellé. Pierre Monégier et Emmanuel Beck. Depuis des semaines, les enquêteurs étaient sur une piste. Hier, elle les a conduits à ce camp de gens du voyage. Les policiers recherchaient 2 cambrioleurs fichés, 2 cousins. Dans cette maison, ils ont arrêté l'un d'entre eux, Jason Bottier, 20 ans. Ses voisins et ses proches se disent sonnés par la nouvelle. Ça fait 50 ans qu'on est ici, on en est malade. De quoi? Il n'y a jamais eu de voleur chez nous, jamais, jamais, jamais. Fin décembre, une patrouille de police est appelée sur un cambriolage. Dans ce pavillon, ils surprennent 2 hommes en flagrant délit. Les malfaiteurs s'enfuient au volant d'un 4x4. Ils foncent sur le major Patrice Point. Le policier succombera à ses blessures quelques jours plus tard. La mort de ce brigadier de 51 ans avait provoqué émotion et colère chez les forces de l'ordre. L'interpellation d'un des suspects sur la base d'analyses génétiques est pour les syndicats un premier soulagement. Que ce soit pour un policier, bien évidemment, ça nous touche légitimement, on peut le comprendre, mais pour l'ensemble des personnes qui sont victimes de ce style de crime, de ces violences extrêmes, je crois qu'on ne peut pas, on n'a pas de mots suffisamment forts pour juger ces personnes-là. Jason Bottier a été placé en garde à vue. Les enquêteurs ont la conviction qu'il se trouvait à bord de la voiture, mais pas forcément au volant. Son cousin, le 2e suspect, reste introuvable. En bref, tout s'est bien passé. À Caen, aujourd'hui, 20 000 personnes avaient dû être évacuées du centre-ville après la découverte, il y a quelque temps, lors de travaux, d'une bombe de 500 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale. L'engin a été désamorcé et les habitants ont pu ensuite regagner leur domicile. L'actualité sociale avec l'annonce par la direction de Philips de la fermeture définitive de son usine de Dreux en Eure-et-Loire. 212 salariés sont concernés par cette décision. Des salariés qui ont annoncé une assemblée générale demain matin. La direction invoque la perte de 180 millions d'euros en 2009 sur l'activité téléviseur qui est la spécialité du site de Dreux. La politique avec tout d'abord la secrétaire d'État au sport, Ramayad, qui était ce midi l'invitée de 13h15 le dimanche. L'occasion pour elle de revenir sur son parcours politique atypique. Elle-même a choisi de se qualifier d'anomalie statistique. Alors qu'a-t-elle voulu vraiment dire? Eh bien on l'écoute. Je suis comme une anomalie statistique dans la classe politique. En tant que femme issue de l'immigration et jeune, je ne corresponds pas au canon de la vie politique traditionnelle. La jeunesse de France a le droit d'être représentée en politique, a le droit d'avoir un espace d'expression et on ne va pas s'en excuser d'être jeune et d'être exclu. Je suis désolée. On subit ça, la jeune génération subit ça depuis 30 ans et on ne peut pas avoir une classe politique uniquement gérontocratique. La politique toujours, et à un mois du scrutin des régionales, coup de projecteur ce soir sur le MoDem. Où en est le parti de François Bayrou? Malmené dans les sondages, certains le disent de plus en plus isolé. Cependant, le leader du parti centriste, lui, refuse ce constat. Alors a-t-il choisi de faire le dos rond le temps de ce scrutin, en attendant celui qui le motive avant tout, la présidentielle? Élément de réponse avec Valérie Astruc, José Boulestex qui l'ont rencontré. Regardez. Pas de distribution de tracts, pas de meeting national. Pour ces régionales, François Bayrou tente de sauver les meubles et faire bonne figure. Alors attendez. Allez-y, vous restez appuyés, on vous fait perdre du temps. Non, ça me fait plaisir. Ce qui lui fait moins plaisir, ce sont les défections qui en ce moment s'enchaînent. Insatisfait de la stratégie de François Bayrou, il nous rejoint aujourd'hui sur la liste en 4e position. En Ile-de-France, un sénateur MoDem vient de rallier la liste UMP. En Poitou-Charentes, 5 MoDem ont rejoint Ségolène Royal. Leur chef de file a été suspendu par François Bayrou et pourtant, il vient de recevoir un colis rempli de livres orange à distribuer. Je me dis que ça prouve que c'est un parti qui n'est pas géré, qui n'est pas organisé, tout simplement. Enfin, Corinne Lepage, vice-présidente du MoDem, semble s'éloigner de François Bayrou pour se rapprocher de Daniel Cohn-Bendit.
Il y a des régions où on fait cause commune, si je puis dire. Oui, mais non, mais je veux dire, dans l'histoire pour le modem, ça va être dur. C'est très difficile. Tiens, vous allez prendre une branlée. Si Daniel Cohn-Bendit prédit un échec à François Bayrou, l'intéressé minimise. Mais alors pourquoi il vous quitte? Mais parce qu'il y a des gens qui préfèrent... Non, d'abord, pourquoi il? Vous employez un pluriel qui n'est pas juste. Il y en a qui vont à l'UMP, d'autres qui vont au PS, et d'autres qui vont à il y en a l'écologie. 2 d'un côté et 2 de l'autre, ça n'a aucun sens. Et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui nous rejoignent. Mais pour ceux qui l'ont quitté, François Bayrou a délaissé son parti au profit de son ambition personnelle. C'est une écurie présidentielle aujourd'hui uniquement au service de François Bayrou, quitte à sacrifier tous les élus, tous les adhérents, tous les militants. Il est dans une stratégie qui est probablement pas la meilleure pour le mouvement MoDem. C'est peut-être la bonne pour lui, c'est pas forcément la meilleure pour le MoDem. Lui qui sent la permanence là. Et même les mauvais sondages pour son parti le laissent imperturbable. Je vous jure que toutes les grandes ou les véritables aventures ou entreprises politiques, elles se sont toujours faites par des gens qui ne regardaient pas les sondages. Car François Bayrou croit dur comme fer qu'une débâcle au régional n'entamera pas sa stature présidentielle. Dans l'actualité à l'étranger, tout d'abord cette preuve de vie des 2 journalistes de France 3 retenus depuis le 30 décembre dernier en Afghanistan. Nous avons choisi ce soir de ne pas vous montrer cette vidéo de nos 2 confrères, plutôt en bonne santé, et cela par souci de discrétion vis-à-vis de leur famille, mais également dans l'intérêt de leur sécurité. Cette vidéo est parvenue à Kaboul à différentes agences de presse. Sachez que dans un communiqué, le Quai d'Orsay condamne à nouveau cet enlèvement des 2 journalistes qui effectuaient leur mission d'information en Afghanistan. Justement sur place, l'offensive des forces de l'OTAN se poursuit contre un bastion taliban. 15 000 hommes sont, je vous le rappelle, mobilisés dans cette opération située dans le sud du pays, à Marja, une région connue pour la culture du pavot dont les islamistes tirent une bonne partie de leurs ressources. On ignore pour le moment avec précision le bilan humain de cette action. Autre image en provenance du Liban avec cet important rassemblement aujourd'hui à Beyrouth sur la place des Martyrs. Des dizaines de milliers de Libanais se sont retrouvés à l'occasion du 5e anniversaire de la mort du Premier ministre Rafik Hariri. Son fils Saad, qui lui a depuis succédé, s'est lui aussi rendu sur place. Le président américain Barack Obama a rappelé qu'il souhaitait toujours que justice soit rendue dans cet assassinat qui date, je vous le rappelle, du 14 février 2005. Notre grand format ce soir avec ce constat sur les oubliés de la société. Ils sont SDF, sans-papiers ou encore victimes isolées de la maladie d'Alzheimer. Et le jour de leur décès, l'administration se rend parfois compte qu'elle ne connaît rien d'eux. Pas de nom, pas d'adresse, pas de famille à prévenir. Alors sans trace, ils seront finalement enterrés sous X. On ignore aujourd'hui combien d'hommes et de femmes sont ainsi enterrés chaque année. Il n'y a aucun chiffre officiel et c'est pourquoi un projet de loi pourrait très vite changer les choses. Laurence Diop et Jean-François Monnier. Regardez. Ce matin-là, au cimetière de Thiais, il n'y a ni famille, ni amis. Juste Hélène et Daniel, bénévoles au collectif des morts de la rue. Personne ne connaît le nom de celui qu'on inhume. C'est un enterrement sous X. C'est pire qu'un rapport de police. X, masculin, sans date de naissance. Chaque année, plusieurs centaines d'inconnus sont enterrés sous X. X, c'est un sans-papier, un SDF, un accidenté, un disparu. Son corps a été retrouvé mais personne n'a pu l'identifier. Au bout de 6 jours, la loi impose qu'il soit enterré. Je suis révoltée du fait qu'on puisse mourir seul, inconnu. Ça dépasse tout ce que j'aime, tout ce que je crois. Dans 5 ans, ce corps sera exhumé et incinéré. Toute possibilité de l'identifier réduite en cendres. C'est dans une tombe similaire que Monique Hébert a retrouvé sa sœur. Elle était portée disparue depuis 4 ans. En fait, elle était enterrée sous X, à 40 km de sa famille. Voilà, quand je suis arrivée la première fois au cimetière pour voir où elle avait été inhumée, j'ai vu ça. Inconnu 2001. L'inconnu 2001, c'était ma sœur que j'ai toujours cherchée. Son corps avait été retrouvé sur une plage. La police n'avait pas réussi à l'identifier, jusqu'à ce qu'un juge décide de comparer son ADN avec celui de la famille de Monique Hébert. Cette morte sous X a pu redevenir Florence Magnier.
Elle repose désormais ici, dans le caveau familial. On pensait la retrouver encore vivante, mais on l'a retrouvée. C'est ce qui est très important. Un projet de loi prévoit de rendre systématique le prélèvement d'ADN sur tout corps non identifié, qu'il s'agisse d'une mort accidentelle ou naturelle. La nouvelle loi vise justement à combler ce trou et faire en sorte qu'un policier ou un gendarme se déplace sur le lieu découvert du corps, fasse ses constatations et fasse tous les prélèvements nécessaires pour identifier le corps en question. Mais ce projet ne va pas assez loin pour certaines associations. Selon elles, il faudrait créer un fichier ADN de toutes les familles de disparus afin de les comparer avec ceux des enterrés sous X. Le fils de Jean-Yves Bonisson a disparu dans une gare il y a 14 ans. C'est quelque chose que toutes les familles envisagent, que l'être cher peut être décédé et enterré sous X. C'est quelque part une des possibilités. Il n'existe aucun recensement exact du nombre d'enterrés sous X en France. Selon certaines associations, il pourrait être 2000 chaque année. Il est 20h14 à suivre dans un instant. L'éducation nationale attend sa révolution numérique. Le ministre Luc Châtel en parlera demain. Alors où sont les ordinateurs, les connexions Internet, les professeurs formés à l'informatique? La France est, vous le verrez, très en retard sur la question. Les JO de Vancouver et nous irons à la rencontre ce soir des espoirs de médailles françaises pour les prochaines 24 heures. Espoirs en combiné nordique, en biathlon mais également en bosse. Enfin cinéma avec l'interview ce soir de Mel Gibson qui était de passage à Paris pour présenter son dernier film Hors de contrôle. Cela fait 7 ans qu'il avait oublié sa carrière d'acteur. Nous verrons pourquoi. Mais avant cela, ce rapport donc sur le développement numérique qui sera rendu demain au ministre de l'Éducation nationale. Rapport sur les insuffisances au sein de nos écoles, collèges et lycées en matière informatique. La France, et vous allez le voir, très en retard. Enquête signée Mallory Onou et Ziden Berkous. Pas de doute, nous sommes bien en cours d'anglais. Mais pour cette classe de CM2 tous les jeudis, une deuxième maîtresse prend le relais. Elle s'appelle Rachel et leur parle directement depuis New York grâce au tableau interactif et à la visioconférence expérimentée ici depuis l'an dernier. La caméra repère l'élève qui s'exprime, le dialogue est plutôt fluide et plus personne n'hésite à lever le doigt. On a fait du chemin depuis les années 80. Grâce au micro-ordinateur, le jeune élève peut apprendre le b.a.-ba tout en s'amusant. Les écoles découvraient l'informatique qui laissait les enseignants pionniers, disons, sceptiques. J'en suis au premier balbutiement dans ce domaine. C'est un outil, incontestablement. Mais un outil pédagogique, ça reste à démontrer. 30 ans et une révolution Internet plus tard, la question ne se pose plus. 9 Français sur 10 jugent utiles les nouvelles technologies à l'école. On s'amuse plus. Comme là, Rachel, elle est vraiment anglaise, on va plus vite. C'est très intéressant parce qu'on arrive à capter l'attention des enfants. Ça permet une approche différente des apprentissages, que ce soit en français, en mathématiques, en histoire ou dans d'autres disciplines. Mais cela reste cher. La mairie n'a ainsi pu équiper qu'une seule école sur 7. Même problème dans ce quartier de banlieue parisienne. Ici, 600 élèves sont répartis dans 2 écoles primaires qui se partagent une même salle informatique. J'ai l'impression que la connexion ne fonctionne pas. Une connexion Internet plus que capricieuse, un poste pour 60 élèves. Difficile dans ces conditions de leur faire passer leur brevet informatique avant l'entrée en 6e. Nous ne sommes pas encore à l'ère du tout numérique. Vous voyez, là, on a des vieux ordinateurs qu'on avait récupérés pour équiper certaines classes. Alors, on est un petit peu les chiffonniers de l'éducation. Dans d'autres communes, c'est encore une carence encore plus importante, puisque vous avez des écoles qui n'ont à l'heure actuelle aucune salle informatique. Avec 12,5 ordinateurs pour 100 élèves, les établissements français se placent 8e sur 27 pays européens, 12e pour la connexion Internet. Surtout, les enseignants utilisent peu ces technologies, la France n'arrive qu'en 24e position. Ça bouge partout. En Angleterre, vous avez près de 80% de tableaux numériques. En France, c'est seulement 6%. Et on voit les Italiens, les Espagnols qui s'y mettent. Bon. Donc de toute façon,
C'est parti, le train est parti, donc voilà, maintenant il faut, écoutez, il faut réussir le plus vite possible. Il a une petite case à cocher aussi. La priorité, c'est d'abord former les profs. Comme ici en Île-de-France, la région investit 24 millions d'euros. Tous ces lycées seront bientôt équipés d'un portail en ligne où ces enseignants et les familles trouveront les devoirs, les notes, les absences. Bref, un outil multitâche qu'il faut maîtriser. La petite croix rouge. Certains profs qui pourraient être un petit peu réticents vont être poussés par les élèves, par les jeunes qui, eux, vont vouloir accéder à ces informations, qui sont déjà demandeurs aujourd'hui. Le rapport remis demain proposera un plan de rattrapage évalué à 1 milliard d'euros pour que le numérique puisse faire sa révolution dans l'éducation. On revient au sport avec tout d'abord la dernière rencontre du tournoi Destination. Aujourd'hui, elle opposait l'Angleterre à l'Italie, à Rome. Et victoire sans surprise mais laborieuse du 15 de la Rose. Le score 17-12. L'Angleterre qui, avec la France, reste la seule équipe invaincue au soir de la deuxième journée du tournoi. Les Jeux Olympiques de Vancouver maintenant avec ce soir l'épreuve de combiné nordique qui mélange le saut et le ski de fond. Le Français Jason Lamy-Chapuis est pour le moment 5e après son saut que vous venez de voir. Une première partie, elle est décevante mais il reste cependant la course. Il lui reste maintenant à parcourir 10 km de ski de fond et il garde toutes ses chances pour une médaille. Et puis ce soir, tous les espoirs français dans l'épreuve de bosse reposeront sur les épaules du Grenoblois Guilbault Colas. Il fait partie des favoris et il rêve d'un titre pour lui et pour une autre championne, Sandra Laura, médaillée de bronze à Turin et qui a été depuis victime d'une terrible chute en 2007. Reportage à Rontanzit et Virginie Travers. En forme olympique, saut perdu arrière, réussi. Dans le brouillard de Cypress, le dernier entraînement de Guilbault Colas est excellent. Et à l'arrivée, ses premiers mots sont pour Sandra Laura, son ancienne partenaire en équipe de France. Jour en jour, c'est différent. Il y a 2 ans, après une chute, la Française a perdu l'usage de ses jambes. Aujourd'hui, pour Sandra, la médaille de Guilbault n'est plus très loin. Il a travaillé pour ça depuis 4 ans, donc après, à lui de nous dire, mais c'est quelqu'un qui potentiellement, oui, peut la ramener. Ouais. Il y a une montée en puissance qui se fait, donc je me fais pas de soucis, j'ai des bons chronos, là je suis le plus rapide d'une seconde, donc c'est bien. Colas ou la force tranquille, dans une discipline où il vaut mieux avoir l'estomac bien accroché. Des bosses et des sauts qui vous envoient à 4 mètres du sol. Chaque réception est un traumatisme pour le corps. L'été dernier, les vertèbres du Français ont lâché. Fracture de fatigue, un corset à porter durant 2 mois, de la rééducation. Pas de quoi pour autant faire douter le Grenoblois sur ses chances olympiques. J'arriverai en fait encore plus avec les crocs. Un petit peu moins de ski, mais plus l'envie. Et entrer dans l'histoire du sport français, comme l'a fait un jour d'hiver 92 aux Jeux d'Albertville, le fantasque Edgar Gros-Piron, médaillé d'or, qui aujourd'hui voit en Guilbault Colas son digne successeur. Et Guilbault, c'est un super mec, donc maintenant il va falloir qu'il montre ce qu'il sait faire, parce qu'il sait faire des grandes choses. Pour la nuit prochaine, Guilbault Colas connaît donc sa mission. Apporter au camp tricolore sa première médaille d'or dans ces Jeux de Vancouver. Cinéma ce soir avec un retour attendu, celui de l'acteur australo-américain Mel Gibson. Après plusieurs années d'absence, il a choisi de revenir dans un thriller, ça s'appelle Hors de contrôle. Bonsoir Mel Gibson, merci d'être avec nous ici ce soir. D'abord j'ai envie de vous poser une petite question, comment ça va? Ça fait quelques années qu'on ne vous avait pas vu. Non, ça va, ça va. Tout va bien? Je me sens en forme, ça fait longtemps que je ne me suis pas vu non plus, c'est impressionnant pour tout le monde de se voir à l'écran comme ça. En même temps, on avait toujours de vos nouvelles, parce que je vous rassure, en France, tous vos films sont diffusés juste pour que tout le monde se souvienne. Mad Max, L'année de tous les dangers, Les armes fatales à répétition, Braveheart, Le Patriote. C'est une sacrée carrière quand même. Est-ce que de temps en temps vous dites c'est pas mal tout ça? Oui, il y a du volume. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre de se rendre compte qu'effectivement, alors même que j'ai passé beaucoup de temps à travailler dessus, je me suis parfois ennuyé de moi-même. Et je me suis dit, bon, si moi je m'ennuie, est-ce que les autres ne vont pas s'ennuyer de moi? Mais de temps en temps, c'est intéressant de se reposer, d'essayer d'autres choses. Il y avait une forme de quoi? De lassitude? Il n'y avait plus d'envie? C'est ça qui a fait que vous êtes concentré sur la réalisation aussi, à un moment donné? L'acteur, c'était plutôt trop les choses qui vous habitaient?
J'étais fatigué, je me lassais de me voir comme acteur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis on prend de mauvaises habitudes, c'est un peu ça. Et puis on veut changer, voilà. Alors on va regarder à quoi ressemble Hors de contrôle, l'intrigue et le film, vu par Pascal Deschamps et Frédéric Bazille. On se retrouve juste après, regardez. Mel Gibson joue Thomas Craven, un policier qui tente de recoller les morceaux avec sa grande fille, dont il ne sait presque rien. Un petit copain. Ouais, et j'aimerais bien que tu aies une amoureuse. Il va assister impuissant à sa mort sur le perron de leur maison. Le grand retour devant les caméras après 7 ans d'absence d'une star toujours aussi populaire. Même auprès des plus jeunes, tant il a su associer son nom à des films devenus cultes pour certains. L'arme fatale. Le 1. Mad Max 2, Weber. Pour moi, ce serait plutôt ce que veulent les femmes. Ces personnages ont marqué les imaginaires. Tour à tour héros maudits, tout de cuir vêtu, flic incontrôlable, plus que playboy séducteur, même si ça lui arrive parfois, rebelle idéaliste, réalisateur polémique, une constante, la violence, mais aussi la vengeance des pères meurtris, comme ici. Si vous prenez sa filmographie, vous prenez un peu de chaque personnage qu'il a joué et vous obtenez le héros de ce film-là. Il est parfait là-dedans et c'est pour ça qu'on est content qu'il soit revenu devant la caméra. Monsieur Craven en a des choses à se dire. Comme votre nom et ce que vous faites ici. Plutôt le nom de l'assassin de votre fille. Craven Gibson reprend donc les armes contre les assassins de sa fille, dans un polar où se mêlent action et corruption. États-Unis d'Amérique. Un cocktail qui permet à la star de refaire ce qu'elle sait faire de mieux, filer des bourre-pifs aux méchants. Si vous prenez son âge, Mel doit avoir 52 ou 53 ans, eh bien, il n'y a pas un acteur de son âge qui soit capable de jouer dans la même division que lui. Vous n'êtes ni dans votre domaine... Dans Hors de contrôle, les fans de Gibson retrouveront le regard bleu et la poigne qui ont fait son succès. Avec un petit quelque chose en plus, comme une distance, une retenue, peut-être due au temps qui passe. Alors, Mel Gibson, on l'a bien compris, c'est un polar, c'est un retour aux sources, c'est un genre que vous aimez bien et que on a l'habitude de vous voir dans ce type de rôle, mais il y a quelque chose de particulier dans celui-là, c'est la dimension politique aussi également. Oui, effectivement. Et on est un peu paranoïaque, c'est vrai, on s'inquiète de l'État. Oui, alors il y a évidemment des surprises. Il y a des complots, des théories du complot, des complots qui semblent avoir eu lieu. Mais bon, apparemment ça tombe au bon moment quand même. Les gens sont un peu plus cyniques de nos jours de l'État. On retrouve à la fois les 3 E, entertainment, divertir, éduquer et élever le niveau. C'est les 3 E que vous aimez, je crois, dans le cinéma. Oui, je crois qu'on peut le dire. Et c'est une assez bonne règle de dire qu'il faut faire du divertissement, c'est obligatoire. Ça se tient en soi-même, et puis éduquer et élever le public aussi, c'est pas mal. Et puis un vieux thriller à l'ancienne avec une idée, un raisonnement, c'est pas mal, c'est intéressant. Mais le vrai cœur de ce film, c'est la relation entre le père et la fille. Sans trahir de secret, votre fille, dès le début, se fait assassiner. Tout l'enjeu et la complexité de l'enjeu est autour de cette affaire. Il y a aussi une notion de vengeance. On retrouve souvent dans vos rôles cette notion de la vengeance qui est parfois un peu complexe à gérer, effectivement. Savoir jusqu'où il faut aller, en plus vous êtes policier, jusqu'où aller dans la vengeance, c'est ça aussi. Eh bien, le personnage gère cette chose-là de la seule façon qu'il sait faire, c'est-à-dire en faisant des choses régulièrement. Il doit surmonter sa peine et il le surmonte par l'habitude d'une certaine façon. Il a déjà été empoisonné, en fait, il est presque perdu pour la cause, si j'ose dire. Vous vous rendez compte, dans vos films, à plusieurs reprises, vous avez donné votre vie pour vos proches, votre famille, votre pays. Aujourd'hui, vous seriez prêt encore à donner votre vie pour une cause, pour quelque chose, dans la réalité?
C'est un idéal extrêmement louable, c'est une très belle vocation. Je me souviens lorsque j'étais petit, je voyais les soldats qui se jetaient pour protéger les uns et les autres. Je trouvais ça fascinant, surtout lorsqu'ils étaient menacés par des grenades par exemple, mais je ne sais pas si je saurais le faire. Je ne sais pas. J'aime me dire que je pourrais le faire, que je pourrais m'abandonner pour les autres, mais je ne sais pas si ça se trouve, en fait, je me cacherai et j'essaierai d'éviter d'entendre quoi que ce soit. Alors juste un mot aussi, on vous voit revenir comme acteur, il y a toujours ces envies de réalisateur. On parle d'un film avec Leonardo DiCaprio, Viking, c'est ça? C'est quelque chose qui est en vous déjà, qui est un projet qui a déjà avancé? Ça va, on est en train de l'écrire encore. On travaille avec le scénariste qui a écrit le scénario de ce film-ci. C'est un type intelligent, un mec bien, et je suis sûr qu'on aura quelque chose de valable à la fin. Bon courage pour tout ça. Merci encore. Et puis, Hors de contrôle, sort mercredi sur les écrans. Et puis la suite, vous reviendrez nous voir pour nous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Merci encore. Merci à vous. Voilà pour cette interview enregistrée il y a quelques jours lors du passage de Mel Gibson à Paris. On regarde maintenant le box-office avec les 3 meilleurs démarrages en salle cette semaine. Tout d'abord, Percy Jackson, le voleur de foudre, un film américain mêlant fantastique et mythologie. Ensuite, Wolfram, presque dans le même registre avec Benicio del Toro, Anthony Hopkins et Emily Blunt. Et enfin, Lovely Bones, un thriller signé Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux. L'une des images de cette fin de week-end avec tout d'abord le traditionnel carnaval de Dunkerque. Une grande fête pour les amoureux du Nord et ils étaient une nouvelle fois plusieurs dizaines de milliers au rendez-vous du lancer de harengs depuis le balcon de la mairie. La journée s'est achevée par le rigodon, le bal autour de la statue du héros de la ville, Jean Bart. Autre image, c'était aujourd'hui la Saint-Valentin et à l'occasion de cette fête et du 150e anniversaire de la ville de Deauville, le réalisateur Claude Lelouch avait donné rendez-vous ce matin sur la plage à des centaines d'anonymes pour rejouer la scène d'un homme et une femme. L'un de ses films fétiches, une scène qu'il a filmée et que l'on pourrait retrouver dans son prochain long métrage. Avant de se quitter, l'agenda de la semaine prochaine. Tout d'abord, un sommet social très attendu. C'est demain, lundi, que les partenaires sociaux se retrouveront à l'Elysée autour du président de la République. Jeudi, Barack Obama et le Dalai Lama ont prévu de se rencontrer à Washington, une rencontre qui suscite toujours la colère de Pékin. Et puis, n'oubliez pas, les Jeux Olympiques de Vancouver, c'est à suivre toute la semaine en direct sur les chaînes du groupe France Télévisions avec, on l'espère, de jolies médailles. Voilà pour l'info de ce dimanche. Merci à vous pour votre fidélité. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet, 20h35 cinéma. Hitch, expert en séduction avec Will Smith et Eva Mendes. Demain, l'information, c'est dès 6h30 Télématin. 13h, Élise Lucet, 20h. David Pujadas. La semaine prochaine, vous retrouverez Marie Drucker. Passez une très belle soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.